Merci beaucoup à tous les orateurs et merci de m'avoir invité à partager mon point de vue. Honnêtement, en tant qu'activiste en Afrique, nous sommes très en colère à propos de l'état de notre continent. Puisque ce week-end, j'ai passé un petit peu de temps à dénombrer le nombre de conflits qui sont identifiés sur notre continent. Il y en a environ 25 et ils sont liés au pillage de nos ressources naturelles. C'est inextricable. On manque de démocratie sur notre continent et nos peuples sont opprimés. Et lorsqu'on s'intéresse au système alimentaire en Afrique et même à Dou, on a donné une présentation et on voit à quel point les agriculteurs ont du mal à faire leur travail. Ils travaillent dans des conditions complètement inhumaines, mais ils continuent cependant à travailler. Et il faut s'intéresser à ce que nous faisons sur notre continent. Il faut essayer de le faire de la façon la plus ouverte possible. Et j'aimerais commencer en vous disant que lorsqu'on regarde les problématiques de système alimentaire en Afrique, il faut s'intéresser au cadre politique et il faut être très honnête. En regardant l'industrie alimentaire et les différentes industries alimentaires et les interventions qui ont été faites depuis le colonialisme, qui soutiennent le système industriel actuel duquel nous bénéficions tous. Et surtout, dans le Nord global, il faut quand même être très clair là-dessus. Il faut aussi être très clair et on peut voir qu'il y a une interconnectivité entre les systèmes économiques et politiques qui mènent ces politiques de déforestation et d'agriculture industrielle et d'exploitation de notre continent. On parle aussi de gaz, de pétrole. Et tout ceci amène de l'instabilité politique et sociale sur notre continent et aussi une insécurité alimentaire. Et cela a un rôle fondamental dans les crises auxquelles nous faisons face de façon mondiale. Et je pense qu'il faut être très clair à ce sujet. Les interventions de développement, même celles qui viennent du gouvernement français, européen ou des États-Unis, et tous les gouvernements, sont tous complaisants à ce niveau-là, sans aucune exception. On approfondit la dette africaine. On n'arrivera jamais à payer ces prêts, je vous le dis. On a vraiment une dette ad vitam aeternam envers la Banque mondiale. Donc c'est difficile de nous projeter dans le futur. Les inégalités et l'exclusion sociale en Afrique sont encouragées par cette dette et approfondissent ce symptôme de dépendance et en utilisant les énergies fossiles. Nimo le sait, il se bat contre ces industries-là. Si l'on regarde les forêts et notre continent, tout simplement, si on le regarde, eh bien, il y a des changements fondamentaux qui doivent s'opérer. On a pu voir une vulnérabilité extrême, choquante, émerger. Il y a des cyclones aussi, Ebola, etc. Il y a tellement de crises. On a l'impression que c'est une catastrophe et c'en est une. Donc nous aimerions dire très clairement que la Banque mondiale a instrumentalisé le fait de réserver des parties de notre continent pour la France, pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, pour la Chine. C'est du développement privé et tout ceci empêche les agriculteurs, les petits agriculteurs de se développer, de continuer à travailler. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On est dépossédé de nos ressources et de nos propriétés pour l'industrie minière, pour les projets de pipeline d'Ouganda jusqu'à la Tanzanie, qui va déposséder
10 000 à 15 000 petits agriculteurs. Que dit-on là-dessus? Que dit-on à ce sujet? Donc, essayer de créer un lien entre ce qu'on appelle, pour ainsi dire, des interventions de développement, mais pourtant tout le monde est complice. Un autre problème pour nous, un autre problème principal est le financement et la finance internationale qui favorise les monocultures et les plantations d'agriculture industrielle qui sont associées au crédit et au prêt. Et maintenant, cette finance capitaliste arrive à de nouveaux sommets dans la dépossession des communautés rurales et agricoles. Qu'est-ce qu'il se passe donc pour ces agriculteurs locaux? Ils se retrouvent sans terre. Ils travaillent dans des mines. Ils travaillent dans des cultures, dans les industries de monoculture qui les exploitent. Donc il y a des pressions énormes sur la capacité à vivre pour les agriculteurs et nous devons parler des conflits qui sont inhérents à cela. Nos ressources sont éparpillées et on arrive à un moment de notre histoire où nous ne sommes plus disposés à accepter cette situation. Tout ceci est lié à l'extractivisme et au manque de démocratie dans nos pays. Aujourd'hui, nous nous inquiétons des nouvelles menaces auxquelles nous allons faire face pour les groupes de conservation. Il y a des solutions de conservation, par exemple avec les 30 objectifs qui vont susciter encore plus de dépossession. Il y a de nouveaux projets qui sont basés sur tous les mécanismes du marché qui ont déjà échoué dans le passé. Échoué à résoudre le problème de la biodiversité, de la déforestation. On a aussi échoué à réduire notre empreinte carbone et à réduire la présence de CO2 dans l'atmosphère. Et on a de plus en plus de pertes de biodiversité, l'urbanisation, les mécanismes de consommation qui augmentent encore et encore. On peut voir que cela approfondit et que ça accélère toutes ces crises imbriquées les unes dans les autres. Et les gouvernements africains, que font-ils? Eh bien, ils sont liés à ces discussions d'économie verte et ces discussions sur les bioéconomies. C'est redéfinir un vieux marché et des instruments de ce marché et qui inscrivent le capitalisme dans les ressources environnementales et les écosystèmes en Afrique. Et tout ceci est instrumentalisé, et l'instrumentalisation de la nature au nom de la protection de la nature. Exclusion spéciale, etc. Donc je pense que si l'on veut parler des systèmes alimentaires, il faut parler de l'avenir des exploitations de petite taille en Afrique et envisager toutes les questions dont j'ai parlé. Si l'on est vraiment sincère, il faut démanteler les politiques néocoloniales liées au commerce international et à l'investissement. Il faut également cesser les politiques en matière d'investissement sur les terres. Il est fondamental de protéger les petits paysans, les petites exploitations. Ce sont des gens exceptionnels, ce sont des gens positifs, exceptionnels. Et nous savons ce qui se passe en RDC. Mais ils doivent encore lutter contre des multinationales. Les petits paysans sont engagés dans l'agroécologie, mais il faut toujours lutter
Si nous souhaitons que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre sur ce continent, il y a des questions qui sont chroniques. Les systèmes alimentaires ne sont pas réglés, sont déplacés. Nous avons peur de finir par dépendre d'autrui pour nous alimenter. Donc, il faut faire des efforts vers la reconstruction et il faut écouter les paysans puisqu'ils connaissent les systèmes sociaux, écologiques, naturels. Il faut les soutenir. Et au niveau international, la coopération est nécessaire pour interdire les investissements illégaux. Il s'agit d'arrêter de promouvoir l'extraction de nos ressources naturelles et nous ne pouvons plus permettre cet extractivisme. Écologiquement, nous avons été volés et nous ne devons plus continuer. Ce n'est plus possible. Ce projet va dans le mur, l'extractivisme. Un projet au Mozambique, par exemple. Pour maintenir l'élite, ils encouragent la transformation. On ne peut pas continuer comme cela. Il faut continuer à soutenir. Il faut soutenir l'agroécologique au Mozambique, sinon on risque d'aggraver la crise écologique. Et pas seulement au Mozambique, dans tout le pays, Cameroun, Nigeria, RDC, l'Ouganda, la Tanzanie, et la liste est longue. Donc il faut bien voir comment sont faits les investissements, dans quel secteur, qui tirera profit de ces investissements. Et nous demandons la coopération internationale pour lutter contre les mouvements illicites, illégaux des fonds, des investissements. Pour l'instant, ça ne va pas. Le système actuel ne peut pas perdurer. S'il continue, il y aura encore plus de problèmes, il y aura plus de pandémies. Au moins, si le Nord veut se débarrasser de la pandémie, il faut faire attention à ce que les compagnies occidentales font chez nous. Nous sommes au-delà de la colère. Nous souhaitons répondre coup par coup. En tant qu'Africains, nous allons répondre, nous allons vous opposer les résistances africaines et je sais que nous ne nous arrêterons pas puisque nous utiliserons toutes les armes à notre disposition pour sauver l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir parlé avec tout ton cœur, de parler de ces problèmes fondamentaux qui empêchent d'avancer. Des mots, tu n'as pas mâché tes mots pour montrer du doigt ces multinationales qui veulent nourrir le continent africain. Alors, je remercie tous les intervenants, toutes les intervenantes. Je sais que vous aurez beaucoup de questions des participants et nous avons encore un peu de temps avant de passer aux questions et je vous propose d'aborder des questions qui me semblent importantes suite à vos commentaires. Alors je vais commencer par Myriam, puisque c'est la dernière à avoir parlé, donc j'ai encore des souvenirs frais de ce qu'elle a dit sur le continent africain, c'est-à-dire sur le continent africain, l'exploitation éhontée des ressources, l'oppression économique. La question, comme l'a dit Myriam, c'est que tout est interconnecté. Et la manière dont la Banque mondiale a encouragé l'accaparement des terres,
l'exploitation minière, les pipelines, les industries pharmaceutiques, et ce financement se poursuit et affecte directement la production alimentaire et l'accès à la nourriture. Et le type de lois qui sont faits par nos gouvernants en matière de gestion des ressources n'est pas toujours dans notre intérêt. Et cela est étroitement lié au système néolibéral qui nous dirige. Et il y a également Muriel qui est nutritionniste et qui a et la manière dont la planète est nourrie, nous nourrissons la planète. Donc si on ne nourrit pas la planète, si l'on met à mal le système qui nous nourrit, nous serons confrontés à des problèmes. Et il y a également les exploitations agricoles de petite taille qui ne sont pas soutenues financièrement. Ce sont des personnes pourtant qui nourrissent les communautés sur les marchés. Ce sont des personnes qui nourrissent la planète. Et Mamadou l'a dit, moins de 30% de la nourriture produite sur la planète, seulement 30% de la nourriture sur la planète n'est pas intégrée dans la chaîne industrielle alimentaire. Dans le contraire. Et donc, de nombreux points intéressants ont été évoqués aujourd'hui sur la manière dont l'agriculture doit essayer de protéger la diversité. 80% de la déforestation est organisée par des sociétés qui visent la monoculture et qui ont une approche colonialiste. Voilà. Aujourd'hui, tous les thèmes que l'on peut aborder dans le cadre de cette école de l'Anthropocène. Donc, sentez-vous libre de poser les questions que vous souhaitez, faire les commentaires qui vous semblent opportuns. Et vous pouvez parler directement aux participants, nommément, ou au contraire, lancer votre question et nous essaierons d'y répondre. Je vais lire la question au Nimo, si vous le voulez bien. Première question, première question qui est posée par un spectateur ou une spectatrice. Comment le continent africain peut-il reprendre possession de ses terres et de son avenir? Solution politique, nouveau modèle économique, point d'interrogation. Donc, nous allons proposer aux participants, enfin aux membres, aux intervenants de répondre à cette question. Qui souhaite prendre la parole? Oui, bien sûr. Est-ce que Mamadou demande s'il peut intervenir? Bien sûr, Mamadou. Je pense qu'il y a plusieurs voies par lesquelles on doit passer. Et je crois qu'il y a certains pays qui sont en train d'essayer de récupérer une partie de ces patrimoines perdus. Je crois que la première chose d'abord, c'est de prendre conscience que nous sommes en train de perdre ces ressources. Parce qu'il y a ce qui se passe au niveau de certains décideurs politiques. Jusqu'à présent, ils ne se rendent pas compte que ces ressources qui constituent le fondement de leur système de production, le fondement de leur économie, est en train d'aller dans les mains d'autres acteurs et qui va extravertir leur modèle économique. Donc ça, c'est la prise de conscience, c'est un premier élément fondamental. Deuxième élément, je pense qu'aujourd'hui, il faut réformer les politiques publiques. Les politiques publiques doivent pouvoir défendre les ressources et donner la priorité d'accès à ces ressources-là
à ceux et celles qui produisent. Cela ne veut pas dire qu'on est dans une logique de léthargie au niveau des pays et de nationalisme qui se développe, mais il y a des enjeux fondamentaux et des aspects liés à la géopolitique qui font qu'aujourd'hui, il y a lieu de transformer systématiquement les politiques publiques pour que ces politiques publiques puissent protéger ceux qui produisent justement pour nourrir cette planète-là et de développer des modèles qui puissent prendre en compte cette dimension. Par exemple, au niveau du Mali, nous sommes en train de complètement relire l'ensemble des politiques publiques en lien avec l'accès aux ressources. Nous avons déjà réussi depuis 2010 à changer les politiques foncières dans le pays. Le Mali possédait juste un code domanial des fonciers. Nous avons élaboré, donc à partir de 2010, j'ai coordonné l'équipe qui a travaillé sur ce processus, de 2010 à 2014, sur une politique foncière agricole, avec grand A, et donc qui a donné un certain nombre d'orientations, de visions du modèle qui a été développé. Ça s'est matérialisé par une loi foncière agricole qui dit clairement que l'accès aux ressources est en priorité accordé aux exploitations agricoles familiales. Donc il y a une logique de la loi d'orientation agricole jusqu'à ce niveau. Mais à cause de cette dimension aujourd'hui, on a des instruments de gestion du foncier qui sont en train de progressivement se mettre en place avec les commissions foncières locales, les commissions foncières au niveau communal, qui sont les seuls acteurs aujourd'hui qui peuvent travailler en amont et en aval des litiges fonciers qui existent. Donc ça, c'est un pas important, c'est la modification au niveau des politiques publiques. Mais aussi, je pense qu'il faut changer de mécanisme de financement de l'agriculture aussi. C'est des États qui sont incapables, juste pour 1 million d'euros, souvent, qui peut permettre d'aménager des espaces entiers, un État qui n'est pas capable de financer ces aménagements pour permettre aux hommes et aux femmes, aux jeunes qui sont dans le besoin d'accéder à ces ressources-là, je crois que cet État ne vaut pas la peine d'exister. Donc, aujourd'hui, les investissements publics doivent d'abord être en priorité et ensuite l'investissement privé ne peut venir que compléter. Donc je crois qu'il y a ça, c'est un autre moyen important d'aller vers ces changements-là. Il y a des politiques sémencières qui sont en train de se développer au Mali. Depuis 2 ans maintenant, nous sommes en train de travailler sur une nouvelle politique sémencière qui est en train qui pour la première fois consacre d'abord, reconnaît qu'il y a 2 systèmes sémenciers qui se côtoient et qu'on a fait le constat avec les études de base que plus de 73% des semences utilisées au Mali viennent du système sémencier paysan. Ça veut dire que c'est des semences qui ne sont pas dans les catalogues, qui ne sont pas enregistrées dans les catalogues, mais qui ont des potentialités, des capacités de reproduction énormes et qui sont reconnues aujourd'hui dans la législation malienne. Donc on reconnaît non seulement ces semences-là, on les protège contre les systèmes de biopiraterie, mais aussi on permet à ce que les gens ne soient pas criminalisés parce qu'ils utilisent ces semences-là. Parce que dans l'ancien texte du Mali, on reconnaît les semences paysannes en disant que ce sont les semences traditionnelles. Parce que là aussi, c'est pour stigmatiser, pour dire que c'est des semences qui ont fait leur temps, donc qui ne servent pratiquement pas à grand-chose, qui ne peuvent pas assurer la productivité. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, de dire que ces semences-là étaient reconnues, mais en même temps, dans le texte du corpus de texte du Mali avant, on disait que celui qui utilise une semence qui n'est pas dans le catalogue, il est passible d'aller en prison, où il choisit entre la prison et le paiement d'une amende. Ça, c'est ce qui est contradictoire. Et aujourd'hui, on est en train de sortir de ce genre de situation pour dire qu'on peut utiliser ces semences paysannes-là, on doit les protéger et on doit investir le 2,5% du budget de l'agriculture. Donc, on utilise 15% du budget national actuellement pour l'agriculture. Les 2,5% de ce budget doivent être réorientés vers la recherche. Et sur ce montant-là, il est préconisé actuellement d'utiliser plus de 100% de ce budget de recherche pour soutenir les semences paysannes, plus ce qui concerne la partie des semences. Donc, ce sont des engagements politiques assez forts en termes de documents de politique, mais aussi qui vont être soutenus par des programmes et des appuis qui peuvent être assez intéressants. Donc, on n'a pas le choix que de passer par des réformes politiques assez fortes et de créer les conditions optimales pour que les programmes soient en cohérence avec ces politiques publiques-là et d'assurer aussi le lien entre le dispositif national et ce qui peut être fait pour accompagner les systèmes de production en amont et en aval. Donc, à mon avis, ça passe par des réformes, en premier lieu, et les types de partenariats qui respectent justement les clauses de ces réformes politiques. Merci. Peut-être pour élargir un peu l'échelle, en rebondissant sur cette question, on voit beaucoup monter actuellement le
concept de souveraineté alimentaire. Vous le savez, l'école urbaine s'intéresse au rôle des villes et on voit le concept d'autonomie alimentaire qui est prôné par certaines villes. La question que j'aimerais vous poser à tous, et celui ou celle qui se reconnaîtra pourra y répondre en premier, comment définir ces termes d'autonomie, de souveraineté, au sens où, sans être un spécialiste, il me semble que le système alimentaire n'est fait que d'interdépendance. Alors, est-ce que ce sont des termes qui peuvent à la fois permettre à un territoire de se réapproprier son système alimentaire, mais en même temps sans se refermer sur une forme de nationalisme, par exemple, si on pense à l'échelle de l'État? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces termes de souveraineté, d'autonomie? Moi, je vais bien me lancer rapidement sur cette question, mais Mamadou a déjà évoqué une partie de la réponse tout à l'heure, en parlant de la souveraineté alimentaire comme de la capacité de la population à choisir elle-même ce qu'elle va manger, comment elle va le produire, quelles sont les politiques agricoles à mettre en place. En fait, c'est une forme de démocratie alimentaire, tout simplement. Alors que dans le concept d'autonomie alimentaire, on entend beaucoup plus la capacité physique à produire simplement en quantité suffisante un certain nombre de denrées qui correspondent à la consommation de la population d'un territoire. Donc le concept de souveraineté alimentaire est plutôt plus vaste et englobe la capacité des peuples à disposer eux-mêmes de la question alimentaire. Et si on utilise cette définition de la souveraineté alimentaire, c'est intéressant de voir que même dans des pays industrialisés avec une agriculture productiviste comme la France, on est assez loin d'un état de souveraineté alimentaire, en tout cas à l'échelle des territoires, dans le sens où finalement on a très peu de prise en tant que consommateur sur ce qu'on consomme. On croit avoir énormément de choix, mais en fait les grandes évolutions qui font changer le système alimentaire nous empêchent complètement de disposer complètement du choix de notre alimentation. Il y a des déserts alimentaires par exemple qui se créent sans que ce soit la volonté des consommateurs. Peut-être pour revenir sur quelques points qui ont été abordés par chacun des intervenants et qui expliquent justement les dysfonctionnements du système alimentaire global. Il y a plein de raisons qui ont été citées et elles ont souvent trait à l'absence de souveraineté alimentaire des peuples. Donc il y a eu la spéculation sur les denrées alimentaires, sur les marchés financiers. Il y a eu le land grabbing, l'accaparement des terres. Il y a eu l'imposition d'un modèle agro-industriel qui souvent hérite de la période coloniale. Et puis des héritages d'ailleurs liés à la période coloniale, avec une spécialisation forcée vers des productions de produits exotiques, tropicaux, avec la théorie des avantages comparatifs qui voulait que ça valait beaucoup plus le coup de se spécialiser sur un domaine de production précis plutôt qu'un autre, quitte à importer après des denrées nécessaires, des denrées vivrières, des denrées nécessaires pour la sécurité alimentaire. Et puis il y a eu aussi l'absence de valeur ajoutée captée par les territoires producteurs, liée au fait qu'il n'y a pas toute la chaîne de valorisation, de transformation des produits tropicaux. Donc typiquement, c'est assez étonnant de se rendre compte que si on prend le chocolat ou le cacao ou plein de produits tropicaux d'export, toutes les entreprises de transformation et de commercialisation sont des multinationales qui ont leur siège en Occident et qui donc font fuir massivement la valeur ajoutée des pays producteurs issus de ces produits-là. Et enfin, Mamadou et d'autres ont évoqué l'absence de politique publique, des politiques publiques trop faibles ou parfois qui vont carrément dans la mauvaise direction. Donc on pourrait se dire que tout ça se fait au moins au bénéfice d'une production globale efficace et qui réponde à des besoins de base de la population mondiale, mais on a vu que c'était très loin d'être le cas avec la malnutrition, la sous-nutrition qui se remet à augmenter avec des chiffres déjà extrêmement élevés. Et puis on voit en fait ce système ne cherche pas à nourrir la population, mais cherche principalement à surproduire. En fait, les multinationales qui gèrent ce système ont un intérêt direct à surproduire, à noyer le marché mondial alimentaire, quitte à exercer une distorsion de concurrence parfaitement déloyale avec la paysannerie du Sud. Et effectivement, on constate qu'on produit non pas trop peu, mais beaucoup trop. Et quelque part, c'est très paradoxal, on produit beaucoup trop pour nourrir la planète. Il y a par exemple 2 milliards de personnes en surpoids sur Terre. Il y a pas loin alors je ne sais plus quel chiffre, je crois que c'est 600 ou 700 millions de personnes obèses à l'âge adulte aujourd'hui.
Et puis il y a le tiers des céréales cultivées sur Terre qui servent à nourrir des animaux d'élevage. Rien que l'élevage industriel représente plus de 2 tiers des terres cultivées sur Terre. Donc on voit bien que le système alimentaire, son organisation actuelle, ne vise absolument pas à nourrir la population mondiale, comme on pourrait le croire, mais plutôt participe à un modèle économique, en fait nourrit tout simplement les profits d'un certain nombre d'acteurs privés. Et quand on dit ça, on ne pose même pas de jugement de valeur éthique ou morale sur ce qui se passe. Un acteur privé est une machine externalisée, c'est-à-dire qu'elle cherche à acheter le moins cher possible aux acteurs qui se situent en amont dans la chaîne, donc des producteurs, si petits fussent-ils, et à vendre le plus possible en aval, quitte à rendre la moitié de la population en état d'obésité, de surpoids ou de malnutrition. Donc le système alimentaire contemporain, qui est souvent présenté comme moderne, productiviste et tout ça, a probablement jamais autant dysfonctionné qu'aujourd'hui. Il y a plus de la moitié de l'humanité qui soit mange trop peu, soit beaucoup trop, soit est mal nourrie. Et avec en plus de ça, des externalités environnementales qu'on ne peut même pas chiffrer tant elles sont graves et imposent certaines menaces existentielles sur l'espèce humaine. Et un dernier point qui a été beaucoup discuté et que je trouve très intéressant, c'est tout simplement de prendre la question au sens littéral qui nourrit la planète. Et donc là, Muriel a beaucoup explicité les termes de cette question. Mamadou a aussi proposé le chiffre de 30% de la nourriture qui passerait par ces marchés globalisés, donc une minorité de la nourriture. On peut aussi regarder où est produite la nourriture, dans quel type d'exploitation. Et c'est très intéressant de voir dans quel type d'exploitation, en taille et en type de production, est produit effectivement la majorité de la production mondiale. Ben là, vous prenez les fermes de moins de 5 hectares, ce qui nous semble tout petit pour nous en Occident. Elles font plus de la moitié de la production alimentaire mondiale, de la production de nourriture. Si vous prenez les fermes de moins de 10 hectares, on arrive aux 2 tiers. Donc on est très très loin de l'image qu'on a souvent dans l'Occident de fermes très mécanisées à usage d'intrants chimiques qui nourriraient la population des pays sous-développés. On peut prendre l'exemple de l'Inde aussi, qui est le premier exportateur mondial de riz. C'est pas quelque chose qui semble évident pour un Européen qui a tendance à souvent croire que son agriculture moderne et industrielle nourrit le reste de la planète. Bien non, il y a des petits paysans en Inde qui produisent une quantité phénoménale de nourriture et ça ne se fait d'ailleurs pas au bénéfice de toute la population, puisque c'est également un des pays où on meurt le plus de faim aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que la question de la faim dans le monde n'est pas du tout aussi directement liée à la question de la quantité de nourriture qu'on le croit, mais beaucoup plus à la répartition de la nourriture. Et puis bien sûr, les premières causes sont les inégalités. Merci Arthur Grimont-Pont. Question, l'agriculture doit-elle se débarrasser de l'industrialisation ? Est-ce que c'est une question qui parle à l'un de nos panélistes ? Je peux éventuellement me lancer, oui. Mais la question est très large. On attend un oui, on dirait oui, l'agriculture doit se débarrasser de l'industrialisation, mais ce serait mal identifier la diversité des agricultures qu'on remet en avant et le fait qu'il y a des transitions à réaliser, des transitions à opérer et qui entraînent ces acteurs qui veulent justement, comme vous le décriviez, Mariam, comme vous le décriviez, Mamadou, mettre la main sur des ressources. C'est des modes de pensée et des modes de construction d'une activité qui sont encore existants. Donc il y a un vrai travail à faire pour entraîner également l'ensemble de ces acteurs. On ne peut pas tout mettre non plus sur l'agriculture de proximité.
il y a des formes d'échange qui ont toujours existé. La question de la souveraineté alimentaire, c'est aussi de mettre la question de l'alimentation et de la fourniture alimentaire comme au centre des préoccupations et de préoccupations communes, tout en ayant en fait un regard sur ce qui se passe autour et ce qui peut faire concurrence ou clause de non-concurrence. Il y a ces équilibres-là à les rechercher. Donc, évidemment, la question de l'industrialisation ou d'un schéma de pensée qui serait trop empreint de ce qui a permis en fait l'industrialisation depuis le 19e, il est à composer différemment. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses aussi sont en cours et donc il faut continuer à les pousser, sans doute avec plus de fermeté, mais il faut continuer à les pousser. Et il faut aussi reconnaître le travail local, la qualité du travail local qui peut être fait, la qualité des initiatives, des innovations locales qui peuvent être faites, et en reconnaître la valeur pour le bien de tous. Donc, je sais bien qu'en répondant comme ça, je ne satisfais pas obligatoirement et je réponds peut-être un peu à côté de la question, mais elle est très large et je crois plutôt que c'est intéressant de regarder la diversité des activités et de redire qu'un seul modèle et une seule orientation n'est absolument pas tenable et qu'il est important de redonner un regard et une valeur aussi à ce qui se passe localement et à épauler ce qui se passe localement. Peut-être une question connexe avec celle-ci. Je peux... Oui, bien sûr. C'est Mamadou. Non, si vous voulez ajouter quelque chose. Sinon, je voulais vous répondre sur la question aussi. Je vous en prie, répondez et je poserai ma question ensuite. Ah, ok, d'accord. Non, je pense que Mireille a bien réagi à la question. On ne dirait pas que la question est mal posée, mais elle peut être interprétée de différentes façons, encore une fois de plus. Si on veut parler de l'industrialisation, de quelle industrialisation parlons-nous? Je pense que c'est ça la question. Alors, une forme d'industrialisation de l'agriculture qui va donner le contrôle des ressources sur les semences à 6 ou 7 entreprises qui vont être les nombrils de ce système-là. Une industrialisation qui va permettre de s'enrichir sous le dos de ces personnes-là, des hommes et des femmes qui produisent pour leur lait de façon difficile, mais qui se retrouvent complètement déstabilisés économiquement, politiquement et socialement. Cette forme d'industrialisation, j'ai dit non, on ne peut pas continuer de toutes les façons parce que ça déstabilise déjà ce que nous avons. Mais cela, il ne faut pas voir la question de l'industrialisation comme nous sommes en train de défendre une forme d'agriculture archaïque. Donc il va continuer à dire, parce que beaucoup de gens nous posent cette question en Afrique, vous voulez que les gens restent avec la daba? Vous connaissez la daba, les petites roues que les gens utilisent, etc. etc. Personne n'a dit ça. Il y a une évolution, il y a des formes de modernisation des exploitations qui s'est opérée d'elles-mêmes. On a quitté des trucs de daba, on est allé sur des charrues et charrettes, mais c'est une évolution qui est maîtrisée. Ce sont des techniques et des technologies qui sont maîtrisées et qui ne déstabilisent pas la question du contrôle des ressources. C'est une question de contrôle des ressources. Si l'industrialisation doit permettre à 6 entreprises d'avoir le monopole de l'ensemble des semences qui sont produites dans le monde, donc de s'approprier des biens communs et de les transformer en biens privés, cette forme d'industrialisation doit s'arrêter. La QP s'est en passé parce qu'on montre bien qu'on peut produire autrement avec des outils maîtrisés, une forme de technologie maîtrisée et qui nous permet de continuer à nourrir le monde d'une façon beaucoup plus durable. Donc je dirais que si la question est dans le sens de l'industrialisation comme des innovations qu'on peut mettre dans les systèmes de production, des innovations, je dirais oui, on ne peut pas se passer d'industrialisation dans ce sens-là. Parce que l'évolution du système crée les conditions des unités de transformation, de l'agro-industrie maîtrisée au niveau d'un territoire et qui permet d'aller plus vite pour que ceux qui sont en ville puissent accéder à la nourriture, mais que cette nourriture ne contienne pas un certain nombre de produits qui vont compromettre la santé, qui va compromettre leur existence, etc. Donc je dis que c'est une forme d'industrialisation qui accompagne cette maîtrise des ressources par ceux et celles qui produisent et qui permet d'avoir justement cette souveraineté des peuples sur ce qu'ils veulent manger, comment ils veulent manger et comment ils vont faire des affaires, entre guillemets,
de la manière la plus noble possible avec d'autres peuples, avec d'autres populations, parce que personne aujourd'hui ne peut se dire que je vais être complètement indépendant dans le système de production. On a besoin des uns des autres, mais ça doit rentrer dans le cadre de notre logique culturelle, dans le cadre de notre logique économique, politique et sociale. Donc c'est ça, je veux dire, l'industrialisation qui dépossède les gens de leurs ressources, non. L'industrialisation qui permet d'avoir le contrôle des ressources et qui ne permet pas de mettre les poisons dans notre mille, dans notre cerveau, cette industrialisation-là, et nous sommes vraiment preneurs et nous continuons à développer les nouvelles technologies pour l'énergie, l'accès à l'énergie qui a été mentionné d'ailleurs par le collègue avant, et montre bien qu'on a besoin de ces technologies, de ces techniques-là pour pouvoir avancer, mais dans le cadre d'une souveraineté nationale et territorialisée aussi. Merci beaucoup. Troisième question qui est posée par l'auditoire. Quelles sont les pistes de changement les plus efficaces pour lutter contre la mise sur le marché de certaines denrées alimentaires? Est-ce qu'on peut retirer, est-ce qu'on peut décider que certaines denrées alimentaires ne relèvent pas du marché? Maybe, sorry, if I can jump in here before the panelists address that question. Je m'excuse, j'aimerais intervenir juste avant de répondre à cette question. J'aimerais que Mariam puisse intervenir sur le fait que 30% des agriculteurs locaux utilisent 30% des ressources et nourrissent 70% du monde. Et à l'inverse, les chaînes globales ne nourrissent que 30% du monde. Et ce genre de statistiques, on en a déjà entendu parler encore et encore. Donc que pouvons-nous faire pour que les soutiens en termes de ressources soient dirigés à ceux qui nourrissent la majorité de la planète? J'aimerais que Mariam puisse répondre à cette question avant que l'on continue. Bon, alors, je pense que c'est un petit peu simpliste de répondre à cette question. Qui nourrit qui? Pour nous, en Afrique, nous regardons les choses d'une façon différente. Il y a une question très importante qui a été posée un peu plus tôt sur la façon dont nous allons décolonialiser l'Afrique. La question n'est pas de décolonialiser l'Afrique seulement. Le colonialisme en Afrique est inextricablement lié à l'architecture de la mondialisation. Cette architecture doit changer. Ça ne fait pas partie uniquement de moi et de ce que je vous dis, ça fait partie de tous les activistes africains vous diront la même chose. On parle de longévité, de durabilité. Tout ceci est lié au manque de gouvernement démocratique, aux conflits auxquels nous faisons face, à l'extraction et au pillage de nos ressources. Donc, pour nous, lorsque nous parlons du secteur agricole, eh bien, ce que l'on voit, c'est que l'industrie agricole est liée à l'exploitation du phosphate et le conflit dans l'ouest du Sahara. Donc pour nous, les problématiques sont inextricablement liées et ne peuvent pas fonctionner en silo. Et le deuxième point, c'est que les ONG du Nord ont soutenu les mouvements sociaux et certains les ont détruits en nous neutralisant, en fournissant beaucoup de financement pour justement contribuer au programme des NGO du Nord. Donc ça a eu un impact sur les mouvements sociaux, sur nos mouvements sociaux. Donc bien sûr, nous souhaitons revenir à des problématiques systémiques. Beaucoup d'entre nous se sont intéressés à l'état du monde et l'environnement et nous savons que nous avons un modèle économique aujourd'hui qui va contribuer à un écocide et à un génocide
génocide également. Et en pleine pandémie, il nous faut un plan de relance. Comment allons-nous survivre dans les 20 à 30 années si nous continuons sur la même trajectoire? Tout est voué à l'échec si nous continuons comme ça. Et ce n'est pas uniquement lié à l'Afrique, c'est lié au monde entier. Tout le monde, nous sommes tous liés les uns aux autres. Ce moment de l'histoire nous montre à quel point nous sommes connectés et nous dépendons des uns des autres. Donc il faut que nous puissions nous intéresser aux problématiques systémiques et y répondre. Et essayer de comprendre l'exploitation des ressources et la changer. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous n'avons pas le droit de laisser les choses se perpétuer ainsi. Nous ne pouvons pas continuer à contribuer à la déforestation. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et ce n'est pas uniquement lié à l'écologie, cela va avoir énormément d'impact. Nous ne pouvons pas survivre en tant qu'Africains dans ces conditions. Et je crie parce que nous sommes très en colère. C'est pour cela qu'il faut revenir à des accords sur ce commerce inégal, inéquitable, non équitable avec le monde entier. Et je m'élève en parlant de l'Afrique ici, mais je parle du futur de nos systèmes agricoles et alimentaires en Afrique sont liés de façon inextricable à tout ce que j'ai mentionné, à l'extractivisme, à l'endettement, à l'économie et au lien entre nos gouvernements et tous nos maîtres coloniaux. Si on regarde l'Afrique francophone, la relation entre la France et l'Afrique francophone est complètement coloniale. On ne peut pas éviter de voir cela. Si l'on veut changer le monde, on doit changer ces choses-là. Tout le monde doit changer. Nous devons opérer une transition systémique. L'Afrique ne peut plus se permettre de continuer comme ça. Les gens d'Amérique latine, en Amérique latine, c'est la même chose. Et c'est similaire, et je vais être très honnête, encore une fois, nous avons le sentiment que les gens du Sud global, c'est-à-dire les populations noires, et nous voyons que nous avons une dette que nous remboursons tous les jours. Je ne peux même pas brancher ma webcam parce que je n'ai pas assez de débit pour pouvoir vous parler en webcam. Donc, vous voyez, il y a énormément de travail à faire, à mettre en place de nouvelles stratégies et nous engager pleinement pour pouvoir travailler main dans la main avec les mouvements sociaux et pour des partenariats. Il y a énormément de personnes du Nord global qui essaient de nous aider. Bien sûr que nous avons besoin de partenariats. Il y a énormément de gens qui souhaitent contribuer à cela. C'est une problématique systémique qui continue à nous appauvrir en termes de ressources et qui nous maintiennent dans ces relations néocoloniales, et même en Afrique du Sud. Nous avons toujours cette sensation que nous bénéficions de l'exploitation de nos voisins. Donc, à certains moments, nous devenons nous-mêmes des colons. Et parfois, nous sommes sous le joug de ce néocolonialisme. Et je souhaitais vraiment être très honnête à ce propos. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes beaucoup plus intéressés sur le fait de parler des flux financiers illicites, de la dette. Et il y a énormément de moments cruciaux qui sont créés par les mouvements sociaux. Avec le sommet sur les systèmes alimentaires, il y a énormément de travail qui a été fourni à ce niveau-là. Nous devons soutenir les mouvements sociaux qui sont en dehors de ces processus. Il y a énormément de travail fourni par énormément de gens dans le monde entier. Il y a énormément de problématiques aussi. On parle du gaz
gaz, du pétrole, des pipelines, de la déforestation. Je pense que tout ceci est très important et doit être mis en valeur. Merci énormément. Je vous remercie infiniment d'avoir pu parler de ces problématiques qui sont complètement imbriquées les unes dans les autres, et le système alimentaire est très complexe. On ne peut pas identifier des points indépendants des autres. Tout ceci, tout ce qui a trait à la vie finalement a un impact sur nos systèmes alimentaires, et toutes les pressions auxquelles le système alimentaire est soumis, et l'architecture qui est mise en place, et toutes les relations d'interdépendance de façon avec les systèmes impériaux et coloniaux ont un impact sur le système alimentaire. Donc merci beaucoup Mariam pour cette intervention. Je vais maintenant laisser Lucas nous parler de la prochaine question. Oui, peut-être pour revenir au titre du séminaire, aux racines de l'exploitation des ressources, à l'école urbaine, nous essayons toujours d'approcher les problématiques par la question urbaine. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce lien entre ville et système agricole dans la construction de l'exploitation des ressources ? Can I jump on? Oui. Non, je pense qu'il y a vraiment des liens assez forts, parce que si on assiste aussi à un certain nombre d'éléments aujourd'hui d'extraversion du système de production, c'est parce que les villes ont grossi, et l'argument a été donné par rapport à des modes, des habitudes alimentaires qui ont aussi changé. Donc il y a ces liens forts d'abord. Et dans le cas d'espèces, vous prenez beaucoup de pays africains où les villes ont commencé à piétiner et, comme on le dit entre guillemets, à manger les terres agricoles. Donc les espaces de vie, de production ont été complètement rétrécis, premier élément. Deuxième élément, c'est là où l'extraversion même des systèmes économiques aussi est partie, où les habitudes alimentaires dans les villes ont complètement changé. Et donc, d'où la question qui avait été posée, est-ce qu'il faut interdire, certaines ressources, certains produits sur les marchés. Donc ça, c'est une autre dimension. On doit regarder aussi dans cette dimension. Ça veut dire que les besoins des villes ont changé littéralement la manière où les systèmes de production étaient. Et vous prenez les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, où les riz, la consommation du riz, qui est un produit qui dévaste d'énormes espaces, d'énormes écosystèmes en termes de production, est venu par les villes, disons. Un pays comme le Mali, où nous avons aujourd'hui à peu près 93% des besoins en riz qui sont produits sur le territoire national. Mais justement parce que les problèmes des centres urbains en lien avec les questions de pauvreté des questions de pauvreté, d'organisation des systèmes de consommation font qu'aujourd'hui, l'État malien, en même temps que nous produisons 93% de notre besoin, va importer vers Thaïlande particulièrement, mais aussi d'autres pays asiatiques, à peu près 23%, 24% de nos besoins. Parce que les centres urbains exigent, en fait, d'abord sur les prix, d'agir sur les prix et d'agir sur la manière dont ils ont besoin de cuire ces riz-là. Donc, il y a cette connexion entre la déstabilisation du système aujourd'hui et la manière dont les villes sont gérées. Mais il y a des villes aujourd'hui, des territoires qui ont compris et qui sont en train de s'engager vers des politiques approfondies avec les processus de décentralisation pour que les micro-politiques qui sont au niveau de ces territoires-là puissent répondre à ces critères de durabilité, de production, d'accumulation de richesses et de redistribution de cette richesse-là au niveau de ces territoires-là. Donc il y a cette dimension fondamentale. On ne peut pas travailler, on ne peut pas parler des questions de système alimentaire durable territorialisé sans que les collectivités territoriales soient prises en compte. C'est pour cette raison d'ailleurs aussi qu'au niveau du Mali, nous avons discuté pendant 1 an pour déterminer le concept qu'on allait utiliser pour les politiques foncières. La plupart des pays en Afrique de l'Ouest ont intitulé les politiques foncières rurales qui sont en cours. Mais nous, au Mali, nous avons dit politique foncière agricole parce que nous savons qu'il y a aussi une agriculture urbaine non maîtrisée sur tous les plans qui doit être inclus dans cette logique. Ça veut dire quoi? Que dans les territoires
urbain, qu'il y a aussi des modes de production et de consommation qui doivent être associés à l'orientation des politiques publiques. Donc, on ne peut pas dissocier le rôle des centres urbains, notamment des villes, dans l'organisation, la réorganisation des systèmes alimentaires, qu'on ne peut pas les exclure dans la question de la gestion des marchés des produits alimentaires, qui est l'espace commun où convergent les producteurs, acheteurs et d'autres transformateurs, etc. Et que le rôle fondamental qui doit être joué, c'est comment est-ce qu'on va territorialiser ces réflexions-là et mettre dans la cohérence nationale et dans le cadre aussi de la solidarité, du partenariat entre les pays. Donc ça, c'est un premier élément important que je donne. Le deuxième, par rapport à est-ce qu'il faut interdire certains produits sur les marchés, je pense que ça dépend. Protéger un produit, cela ne veut pas dire qu'on l'interdit, parce qu'on ne peut pas. Le meilleur espace pour justement faire le lien entre les systèmes de production et les systèmes de consommation, c'est le marché qui fait l'intermédiaire. Donc je l'ai dit, mais de quel marché parle-t-on? Et là, ces marchés-là sont gérés aussi par des collectivités territoriales. Ce sont ces marchés locaux, des marchés transfrontaliers, des marchés qui sont à l'échelle de plusieurs, qui peuvent être à l'échelle de plusieurs pays, mais qui sont territorialisés et qui ont un lien entre les produits qui y viennent et les systèmes de consommation. Donc dans ces cas-là, interdire, ça veut dire c'est trop dire, mais les protéger. Le mil doit être protégé dans mon pays parce qu'on reconnaît que les produits les plus consommés, c'est le mil et le sorgho. Ensuite, suit maintenant le lait ou le riz. Donc, ces mil doivent être protégés contre les agressions externes qui peuvent déstabiliser le système. Voilà. Donc, les villes ont un rôle important à jouer. Merci. Oui, Muriel, je ne sais pas si je m'inscris totalement dans le même constat. En fait, on a aussi une préoccupation, je pense partout en Europe également, de perte de terres arables. Et les pertes de terres arables, la majorité, c'est autour des villes, tout simplement parce que les villes étaient implantées là où les terres étaient les plus fertiles. Donc non seulement c'est des pertes de terres arables avec l'expansion des villes, mais c'est aussi des pertes de bonnes terres. On constate de toute façon avec tout le développement des villes des situations avec des agricultures de plus en plus morcelées et pour lesquelles il y a aussi des conflits d'usage. Donc je suis d'accord avec le fait que c'est très important que la ville se réapproprie aussi son agriculture, que des régions les plus développées se réapproprient aussi leur agriculture, puisque c'est un facteur de durabilité sur la suite. Donc, totalement en accord avec ce que dit Mamadou. Et si on parle de régulation sur la question qui était posée précédemment, la régulation des produits alimentaires est relativement complexe et parfois difficilement régulable. On arrive à réguler des produits qui peuvent être dangereux, on arrive à le réguler ça de manière relativement vite, mais imposer une régulation plus forte est toujours complexe puisqu'elle va toucher quelque part aussi les habitudes et les usages alimentaires. Et donc une réglementation trop forte sur les usages alimentaires aurait des effets qui pourraient aller dans le sens inverse de ce qui est souhaité. Donc il y a toujours cette préoccupation à avoir dans les formes de régulation qui sont aussi de voir ce qui pourrait être admis et mis en œuvre aussi sur toute la chaîne qui va du consommateur jusqu'au producteur et inversement. Mais ça, c'est des régulations complexes et qui sont relativement difficiles. On s'est rendu compte aussi que des formes d'information alimentaire devaient et n'avaient pas toujours l'efficacité que l'on imaginait. Donc il y a la réglementation n'est pas pour des produits alimentaires ou pour orienter les produits ou la consommation alimentaire la voie réelle, je dirais. Merci. Peut-être la question que je voulais vous poser aussi, Muriel, c'est Nemo on a parlé au tout début de l'introduction. Quel rôle peut-on donner aux technologies alimentaires? On voit que c'est un débat très passionné, la viande artificielle, encore ces dernières semaines. Et comment est-ce qu'on peut les penser de manière sereine, ces technologies alimentaires? Dans la question, pour revenir à votre approche sémantique, qui nourrit ou qui nourrira la planète dans un monde moins habitable, avec peut-être des conditions moins favorables à l'agriculture conventionnelle? Je connais des manières de les penser sereinement ou un peu autrement. C'est d'arriver à des formes un peu plus ouvertes de conception
de ce qui pourrait être proposé. Vous parlez de la viande synthétique. C'est assez clair que la viande synthétique va soulever en fait des questionnements sur toute la chaîne, mais que les travaux sur la viande synthétique et les travaux de recherche sur la viande synthétique, on sait qu'ils ont été entamés de très longue date, parce que c'est peut-être maintenant que l'on en parle, mais ce genre de recherche ou d'innovation, je pense qu'elle est, et elle peut être dans les têtes de ceux qui cherchent à penser le monde de demain de longue date. Donc, je dirais, j'aurais pas envie de raisonner en produits finis ou en technologie qui arrivent là directement, mais d'essayer de pousser le fait qu'il y a un travail un tout petit peu plus co-conçu ou co-construit sur l'orientation que l'on peut donner à des propositions technologiques sur la suite. Très bien, donc merci. Et en fait, on a beaucoup d'arènes et de dispositifs innovants, mais où finalement, de la même manière, on a toujours un peu les mêmes schémas de raisonnement, c'est-à-dire qu'on raisonne en produits finis, en efficacité, et ce temps en fait que l'on se donne pour concevoir un peu ensemble, on a parfois l'impression que c'est à l'opposé du schéma d'efficacité normale. Or, aujourd'hui, je pense qu'il est important de dire que non. C'est le temps indispensable à concevoir des propositions qui pourront être durables et qui pourront faire le chemin et faire un chemin parmi une diversité d'autres propositions. En fait, c'est ça aussi. La clé, c'est de maintenir cette diversité de propositions possibles. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai toujours l'impression de répondre un peu à côté de la plaque, mais... Si, en tout cas, vous nous donnez des pistes. Nimo, est-ce que vous souhaitez réagir? Absolutely. First of all, let me thank all the panelists for... Donc tout d'abord, je voudrais remercier nos participants parce que leurs commentaires sont très intéressants, nous poussent à réfléchir. On parle de nourriture et c'est une véritable nourriture pour l'imagination, la réflexion que leurs commentaires. Alors, un des défis majeurs, je pense, est d'avoir parlé aujourd'hui de la nourriture qui a été traitée comme un simple bien, comme quelque chose, un objet, alors qu'il y a un aspect culturel dans la nourriture, il y a un aspect politique dans la nourriture, il y a également tous les éléments sociaux qui entourent la nourriture, la liberté, le choix, et les petites exploitations sont fréquentes dans l'hémisphère sud et ce sont des personnes qui, lorsqu'elles ne peuvent plus travailler dans leurs petites exploitations, sont forcées de rentrer dans un système plus industriel et là, elles produisent quelque chose. Elles ne font plus pousser de la nourriture. Et on sait bien que cela est construit sur une fiction. C'est une fiction sur le fait, par exemple, que les arbres peuvent absorber éternellement le carbone. Et n'oublions pas qu'un arbre, tôt ou tard, va mourir, et quand il va mourir, il va relâcher le carbone dans l'air. Donc, on pense à court terme, on essaye de tirer des profits financiers de tous les secteurs. Et les multinationales concentrent, les quelques multinationales concentrent beaucoup de profits entre leurs mains. Et c'est douloureux, c'est une réalité politique, sociale, négative qui doit être changée. Donc la question de savoir qui nourrit la planète
sous-entend une transformation radicale, de nouvelles relations avec le secteur agricole ainsi qu'avec le secteur foncier, parce que le système agricole moderne détruit la diversité, détruit les sols et ne saurait en aucun cas être un système qui a de l'avenir. Donc il faut penser de manière collective et lutter de manière collective. Merci beaucoup. Une question qui avait été posée un peu plus tôt par un spectateur ou une spectatrice et qui peut-être conclura notre échange était de savoir comment faire mieux entendre la voix des petits producteurs et des petits paysans. Quelle est l'arène politique qui peut permettre de les rendre plus visibles à l'échelle peut-être mondiale ou à l'échelle nationale? On peut l'entendre de deux manières. I think Mamadou wants to answer that. Okay. So I will jump on that one. So how can Je pense que Mamadou va répondre. Comment garantir que les petits paysans peuvent être mieux vus, perçus, entendus? Je pense qu'il faut plus d'espace pour les organisations des petits exploitants agricoles. Au niveau continental, il faut être promu à tous les niveaux actuels. Si vous allez en Afrique de l'Ouest, vous avez des associations qui fonctionnent. L'EAF, c'est la Fédération des agriculteurs de l'Afrique de l'Est. Plusieurs associations, bref, opèrent au niveau régional. Est-ce que vous pouvez m'entendre? En tout cas, on vous entend à Lyon. Ah, ok. So, Nimo, can you hear me? Mamadou, je vous propose de terminer votre réponse pendant qu'on rétablit la connexion avec Nimo. Okay, so there is a need just to consider this, to support the organizations at that level, support from them. And second, donc un soutien de la part de ces associations et également des espaces publics, le Comité pour la sécurité alimentaire, qui est également au niveau de la FAO et qui assure la participation de ces exploitants au niveau international et également les aider à avoir la capacité, à avoir accès à certaines informations et les aider à développer des stratégies clés et à planifier leur action pour pouvoir se faire entendre. Donc, la construction de capacités au niveau national et organiser des scènes sur la scène internationale, des espaces pour eux, avec des organisations comme la Via Campesina, entre autres, qui agissent actuellement au niveau international, sont très utiles pour faire entendre la voix des petits exploitants à différents niveaux. Voilà ma réponse. Merci beaucoup pour cette réponse et cet échange passionnant. Alors, 2 prochaines séances du séminaire. Demain, plantation et extractivisme. Attention, de 14h à 16h. Et jeudi 28, de 16h30 à 18h, la question du colonialisme vert, dans le cadre du séminaire organisé sous l'égide de Nimo Basset. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Merci. Thank you all. Have a great evening or a great morning wherever you may be. Thank you for such a rich conversation. I'll see you again soon. I hope so. Thank you so much.